sais pas si c'est un temps pour l'événement. Je pense. Ok. Vas-y. On m'entend là? Un, deux. Ok. Alors bonsoir tout le monde. Voilà, on est très content de vous avoir ce soir et de faire un deuxième événement. Là, on y prend goût tous les soirs. On est content d'avoir cette exposition. On est content de mettre en valeur les photographes d'architecture, c'est important. Voilà, je remercie encore une fois l'association des photographes Charlie et Luc pour l'organisation et tous les photographes qui ont participé. Il y en avait beaucoup qui étaient là hier, du coup c'était vraiment très agréable de les rencontrer. Je passe la parole à Luc et je vous souhaite une belle table ronde. Merci à tous les participants d'être là ce soir. Je pense que voilà, c'est un grand plaisir de vous voir ou revoir. Merci Jeanne. Donc, je remercie à nouveau la Galerie d'Architecture de nous accueillir pour cette deuxième vente. On en a fait une il y a 2 ans pour l'Ukraine. Cette fois-ci, on a décidé de la consacrer à la transition écologique. Je remercie encore les photographes qui ont chacun donné une œuvre, enfin pas tous, mais ceux qui l'ont fait. Et on a essayé d'avoir des prix très raisonnables. Donc, si vous avez des envies de photos chez vous, n'hésitez pas, elles sont à vendre. Donc, on est content d'accueillir cette table ronde. Je remercie aussi d'ailleurs Balkistan Jawi pour la curation de l'expo et Emma d'avoir accepté d'animer cette table ronde ce soir. Et je te laisse présenter tes invités et le sujet de la table ronde. Merci. Merci Luc. Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes réunis pour discuter de la photo d'architecture, des droits des photographes et de leur impact sur les récits que nous proposent les photographes d'archi avec leurs images. Avant de vous présenter nos invités, j'aimerais remonter brièvement le temps. Et je vais sans doute faire des raccourcis, donc veuillez m'en excuser pour ceux qui, comme Luc, connaissent par cœur l'histoire de la photographie d'architecture. Alors, dans les années 80 en France, la photographie d'archi est notamment incarnée par des photographes qui sont de véritables artisans. Je pense à Georges Fessy, qui fut l'un des premiers à offrir aux archis un regard inédit sur leur réalisation. C'est l'époque de la photographie argentique, des reportages comptant une quinzaine de photos, et pas 310, et c'est l'époque des hectares. C'est aussi l'époque de la photothèque Archipresse, créée en 1988 par Stéphane Couturier, qui sera rejoint plus tard par Luc Beugly, et qui fut la première photothèque d'architecture contemporaine à Paris, dont les fonds couvraient une bonne partie du XXe siècle. Au tournant du siècle, on compte environ une quinzaine de photographes d'architecture en France, qui vivent alors plutôt bien de leurs droits d'auteur. Alors, on va y revenir avec Charlie Broyez, mais il faut ici bien distinguer le reportage photo payé par le client des reproductions de ces photos soumises aux droits d'auteur et payées par des tiers, comme par exemple les rédactions des revues d'architecture. Ces droits d'auteur sont issus d'une série de lois regroupées en un seul texte, le Code de la propriété intellectuelle, créé par la loi du 1er juillet 92, qui définit la photographie comme œuvre de l'esprit au même titre que les livres, que la peinture et que les œuvres d'architecture. Entre les années 90 et 2000, la photo à la chambre va perdre du terrain face à la montée en puissance de la photo numérique. Cette révolution numérique est accompagnée de la naissance de sites web qui diffusent des images d'architecture en masse, de type, on les connaît tous et toutes, Divisare, Ardelli, Dizine. Au départ, les photographes accueillent avec enthousiasme cette publicité, mais des agences telles Getty ou Corbis prennent de l'ampleur, achètent et diffusent des photos d'amateurs aussi, et les droits d'auteur s'effondrent. Par ailleurs, la presse, qui elle n'est pas en très bonne forme non plus, banalise la demande de photos dites libres de droit. Face à ces évolutions, certains photographes décident d'augmenter leurs honoraires et d'y inclure les droits d'auteur. D'autres préfèrent les faire valoir en plus des reportages photos. Certains facturent au forfait, d'autres aux honoraires. Il est difficile aujourd'hui de comparer les pratiques et les prix qui restent confidentiels. Mais disons qu'aujourd'hui, et Charlie, tu me corrigeras peut-être, on va dire que le prix d'un reportage photo oscille entre 1 200 et 5 000 euros. Et les droits d'auteur sont régis au cas par cas. Parallèlement à cela, et je vous présente tout de suite bientôt nos invités, la photographie d'architecture connaîtra différentes évolutions stylistiques,
L'une des plus récentes étant le passage d'une photographie dite de commande à une photographie dite d'auteur, dont l'un des chefs de file français est Cyril Weiner qui est en train de prendre des photos. Cette évolution est-elle liée à celle du droit d'auteur? À l'heure de la multiplication des canaux de diffusion des photos, quel avenir pour le droit d'auteur? Et quel avenir pour le récit architectural que déploie la photographie d'architecture? Pour en discuter avec nous, nous avons donc réuni Charlie Broyez, photographe et membre cofondateur de l'association Photographe et Architecture, qui donc organise ces journées et cette vente caritative. Ève Joannet, journaliste, éditrice, membre de la GIBAT, l'association des journalistes de l'habitat et de la ville qu'elle a présidée entre 2017 et 2022, et rédactrice en chef de la revue Construction moderne. Margot Darieux, journaliste, maîtresse de conférences à l'école d'architecture de Paris-Malaquais, PSL, commissaire général de la Jeune Galerie Callot, rue Jacques Callot. Et Julien Perrault, architecte, maître de conférences à l'école d'architecture de Nantes et cofondateur de l'atelier Raum, qui a notamment réalisé la réhabilitation d'une piscine à Saint-Méen-le-Grand, à l'ouest de Rennes. Je la cite parce qu'elle a été lauréate de nombreux prix et ses photos ont été largement diffusées. Et enfin, Sylvain Bidard, ingénieur et architecte. Vous êtes cofondateur avec Édouard Caumont d'une plateforme dédiée à l'architecture biosourcée appelée Share is More. Charlie, on va commencer par vous. Donc, vous êtes photographe d'architecture diplômé de l'École des Gobelins et en 2019, vous participez avec Cyril Weiner et Morgane Renoux à la création de l'association Photographe et Architecture. Est-ce que vous pouvez nous la présenter et nous présenter ses enjeux? Bonjour à toutes et à tous. Alors, en 2019, effectivement, Cyril Weiner m'appelle pour me parler d'une association allemande qui existait déjà et qui justement regroupait tout un ensemble de photographes allemands pour les problématiques qu'ils rencontrent au quotidien, notamment sur le droit d'auteur, la précarité des photographes, la concurrence qui s'accentue. Cyril m'appelle, il me dit voilà, on rencontre quand même de plus en plus de problématiques en France également. En fait, de plus en plus de photographes se lancent dans l'activité de photographie d'architecture. Donc Morgane Renoux est en duo avec un photographe allemand. Donc elle était déjà dans l'association allemande. Elle nous a parlé de cette association et on s'est dit il faut qu'on produise la même chose en France, tout simplement. Parce que on sentait au fil du temps, il y a certaines choses qui nous échappaient, que ce soit le droit d'auteur, du dumping effectivement sur les prix. Ça, c'était hyper important de se réunir entre photographes. Au départ, on était 30, 35. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, on est 90 et ça tend à s'accroître encore. Donc l'association, elle a pour but de valoriser le travail des photographes d'architecture, de faire de la pédagogie envers tous les acteurs du monde économique de l'architecture, donc les architectes, mais aussi les maîtres d'ouvrage, que ce soit des promoteurs immobiliers, des entreprises de BTP, la presse, toutes les sociétés qui vont graviter autour d'un projet d'architecture. Et donc à ce moment-là, on a créé cette association. Et l'idée, c'était aussi de faire de la pédagogie auprès même des photographes. Exactement. Et de leur expliquer ce qu'étaient les droits d'auteur. On s'est rendu compte en fait que on est tous indépendants, on est photographes indépendants, on travaille tous de notre côté et on a des pratiques économiques toutes différentes et on avait besoin un peu de nous réunir et de clarifier un peu les choses, que ce soit en termes de prix, de droits d'auteur. On se retrouvait parfois avec des photographes qui cédaient tous les droits, que ce soit la presse, sans durée, des durées illimitées. En fait, ça n'a aucun sens. En fait, tout ça représente quand même une dégradation de notre métier. Est-ce que tu pourrais, parce qu'il faut savoir que le droit d'auteur se décompose entre le droit patrimonial et le droit moral, est-ce que tu peux nous préciser en quoi consiste cette distinction avec des exemples à l'appui? Dans le droit moral, vous avez deux constituantes. Il y a le droit à la paternité. Cela correspond au nom du photographe qui doit être toujours adossé à la photographie qu'il aura faite. Ensuite, il y a le droit à l'intégrité, qui correspond au choix que le photographe a fait, qui vont constituer en fait l'œuvre originale du photographe, donc par le cadrage, les compositions, la lumière, ça peut être la post-production aussi. Et en fait, ce droit à l'intégrité permet d'éviter toute dénaturation de la photographie de l'auteur. Donc ça, c'est très important. Ensuite, dans le droit patrimonial, vous avez le droit de reproduction. Là, on est sur une notion plutôt de droit d'auteur qui va avoir une durée dans le temps, sur un support spécifique et sur un territoire.
C'est-à-dire qu'on peut très bien céder des droits pour une brochure commerciale d'une entreprise et elle va être cédée peut-être sur 1 an, 2 ans, en France, en Europe, dans le monde. Voilà. Et en fait, toutes ces notions vont constituer le prix de l'utilisation qui en sera faite. Alors, je voudrais tout de suite donner la parole à Ève parce que justement, c'est quand même un droit qui est négocié avec vos interlocuteurs, vos interlocutrices, les rédactions notamment. Et Ève Joannet, tant que rédac chef de Construction Moderne, mais même avant ça, tu as toujours défendu le droit d'auteur des photographes. Et j'aimerais juste que tu nous dises, toi, comment est-ce que tu as vu évoluer l'écosystème des photographes d'architecture depuis les années 2000 et comment tu as vu évoluer donc le cadre général de la photo d'archi et plus particulièrement les droits d'auteur des photographes. Comment j'ai vu ça évoluer? Déjà, ça fait pas très longtemps que je suis rédactrice en chef. Donc, au sein de la revue Construction Moderne, même si ça fait plus de 10 ans que je travaille pour elle, il y a toujours eu un vrai regard sur la photographie. Enfin, ça fait vraiment partie des choses importantes dans la revue. Et avant que j'arrive, il y avait déjà une grille tarifaire qui avait été établie. Alors, auparavant, il y avait une agence qui s'occupait de tout ce qui était droit, aussi bien pour nous, les journalistes indépendants, que pour les photographes, et qui n'avait pas évolué depuis pas mal d'années quand moi je suis arrivée à Construction Moderne et qu'on a revalorisé un petit peu à mon arrivée, mais c'était décidé auparavant. Hein, c'est pas la revue Construction Moderne est adossée à un syndicat. Et le syndicat était confiant aussi parce qu'on lui a dit qu'il fallait revaloriser les droits aussi bien des photographes que des journalistes d'ailleurs, puisqu'on est un petit peu à la même enseigne. On a même été peut-être encore plus maltraités, je pense, à un certain moment. Parce qu'il y a un moment où il y a eu beaucoup de gens qui ont fait baisser les prix. On peut dire même qu'ils n'ont quasiment pas augmenté depuis 30 ans en valeur absolue. Ça donne une petite idée. Avant, des journalistes étaient plutôt bien payés. Aujourd'hui, c'est moyen en tant qu'indépendant. Sur l'évolution même, enfin, ce qui est difficile, moi, je trouve, alors, je travaille pour pas mal de supports, que ce soit en livre ou en presse. Je ne citerai pas tous mes clients, mais il y en a certains pour qui avec qui j'ai beaucoup de mal à faire comprendre que les droits d'auteur photo, ça se paye. J'ai eu le cas récemment encore pour un groupe qui me dit mais non, même ils ont de la chance d'être publiés chez nous, par nous, ils vont avoir un livre. Et ils me demandaient à moi de négocier la gratuité des droits. Donc j'ai dit je ne le ferai pas. Si vous voulez faire ça, vous vous débrouillez. Moi je le fais pas, je suis pas d'accord. Et j'ai toujours eu cette position dans toutes les structures pour lesquelles j'ai travaillé, mais c'est la première fois que je suis confrontée à des gens aussi peu enclins à payer les droits photos. Donc au bout d'un moment, je leur dis vous êtes payés, vous, non? Oui. En fait, c'est pareil. Les photographes demandent à être payés. Enfin, moi, je suis tout à fait consciente que c'est une demande qui se fait de plus en plus, mais je l'ai aussi entendu une fois de la part d'un journaliste qui disait il faut qu'ils changent leur modèle économique. Voilà, donc c'est quand même un fonds qui a évolué depuis pas mal d'années. Mais on est confronté à la même chose en tant que rédacteur, où de temps en temps on nous dit vous n'êtes pas très bien payé, mais vous avez quand même de la chance d'être publié à tel endroit. Je dis en fait non, pas du tout. Donc le combat pour moi est le même, et on est confronté aussi bien en tant que journaliste qu'en tant que photographe, je pense, au même problème de dévalorisation aussi de notre travail. Après, sur la revue elle-même, on défend l'idée de la grille, parce que l'idée, c'est de pouvoir payer tout le monde de la même manière. On fait pas de différence entre les photographes. Bon, je sais pas, il y en a peut-être pour qui c'est un problème. En tout cas, nous, on a défendu cette idée-là. Et on n'a pas beaucoup de tarifs suivant les formats. Il y a beaucoup de reproductions de petites images. Et on paye juste la première de couverture, la deuxième et la quatrième. Il n'y en a pas sur la troisième. Plus cher. C'est à peu près les pratiques de toutes les revues. Alors là, elle est bien menée. Mais effectivement, ce principe de grille permet aussi aux revues de rémunérer tout le monde à part égale. Oui, on ne fait pas de différence entre les différents photographes. J'aimerais donner la parole à Sylvain Bidard, parce que là on parle d'un tout autre modèle, et vous avez essayé un peu comme Deezer avec la SACEM, qui a essayé dès le départ de mettre en place un contrat vertueux. Vous avez essayé de le faire avec l'association P+A. D'ailleurs, on vous appelle P+A, on peut dire ça. Ou il faut dire photographe et architecture.
Est-ce que avant donc qu'on parle de ce contrat, de ce partenariat, est-ce que vous pouvez nous présenter Sherismore, qui est une plateforme que peu de monde connaît, elle est assez jeune, en précisant que vous l'avez montée tout en travaillant au sein d'une agence d'architecture. Exactement. En effet, nous, Sherismore, donc la société a été créée en 2022. Je travaillais alors dans l'agence Patriarche, donc l'idée date de 2018. L'idée de Sherismore, elle est assez simple finalement, normalement c'est dans le nom, c'est de pouvoir amener de l'information sur l'architecture via un système collaboratif. C'est-à-dire que pour amener beaucoup d'informations, l'idée c'est d'essayer de pousser les agences à mettre en avant les projets, mais aussi d'autres acteurs. Ça peut être les photographes eux-mêmes qui publient sur Sherismore, et ça arrive, ou bien d'autres entités, que ce soit des filières, notamment sur le biosourcé. C'est une base de données sur l'architecture biosourcée. Exactement. Alors, pas que biosourcé. En fait, nous, l'idée, c'est vraiment de s'adresser au maximum d'architectes français dans le cadre de leur travail dans un premier temps. Donc, si vous êtes architecte et que vous vous intéressez à, je sais pas moi, la construction paille, l'idée, c'est que vous pouvez regarder autour de vous, en tapant le mot-clé construction paille, les bâtiments qui ont été réalisés comme ça. Donc, à la fois avoir de l'inspiration, mais aussi quels sont les acteurs qui peuvent répondre sur cette problématique. Donc, nous, on essaye de pousser au maximum le biosourcé pour des valeurs qui nous sont propres, mais on a quand même cette idée à toucher le maximum d'acteurs et donc d'avoir une surreprésentativité des projets biosourcés pour montrer qu'on est capable de construire différemment. Voilà, montrer qu'il y a des alternatives possibles. Et donc, l'idée, c'est très simple. On cartographie des milliers de projets partout en France et aussi en Europe, notamment sur le côté culturel. Donc pour ça, on a ce qu'on appelle des ambassadeurs, qui sont souvent des jeunes architectes qui voyagent à travers le monde et qui trouvent en Sherismore un outil intéressant pour partager leurs découvertes. Voilà, donc ça c'est une partie de ce qu'on fait, mais essentiellement donc c'est sur le volet professionnel et donc mettre en relation projets, acteurs et voire même matériaux. Voilà. Donc le site se présente, il y a notamment une possibilité de repérer ces projets via une cartographie, l'outil cartographique, et chaque projet a une fiche d'identité, on connaît un peu le principe, avec des photos, et c'est là qu'entre en compte photographie. En 2022, donc quand on a lancé Sherismore, donc moi je venais du domaine de l'architecture, les droits d'auteur photo, je n'avais pas entendu parler. Très rapidement, alors j'ai contacté l'association, puis Cyril, je crois qu'on est resté 1h30 au téléphone sur l'explication des droits d'auteur photo, et tout de suite cette sensibilisation avec presque une mise en garde amicale, mais voilà, nous, d'Arch Daily, on n'en veut plus. Le droit d'auteur photo doit s'exercer. Donc, on s'est retrouvé avec cette notion qu'on n'avait pas, nous, intégrée du tout, parce qu'on regardait comment fonctionnaient les autres plateformes qu'on peut connaître. Donc, c'était une première composante. Un peu difficile à accepter au début, parce que voilà, ça peut faire peur au premier abord. Mais finalement, assez rapidement, donc avec l'association Pepusa et la SAIF, qui est une société de droit d'auteur, en fait, on a travaillé sur la co-construction d'un modèle. C'est la Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe. Et en fait, c'est un organisme de gestion collective des droits d'auteur des photographes. Exactement. Des architectes aussi. Ouais. Oui, il faut le souligner parce qu'ils ne le savent pas. Et donc, on a travaillé sur l'année 2023 sur la création d'un modèle qui permettait justement d'utiliser la photographie dans ce cadre-là. Parce que pour nous, la difficulté, elle est à la fois de faire du qualitatif, parce que quand une agence d'architecture publie un projet, avoir la photo prise par le photographe, c'est essentiel, c'est même obligatoire. Mais en même temps, pour toucher un maximum d'acteurs, on est obligé, et même pour amener de l'information partout, d'avoir des milliers et des milliers de projets, et donc des milliers, voire des dizaines, voire des centaines de milliers de photos. Donc là est la difficulté, parce qu'il n'y avait pas de modèle économique, on va dire, sur ce sujet-là. Donc d'où l'idée de la co-construction. Voilà, et donc vous avez construit un contrat qui consiste à faire payer les droits d'auteur à leur acquis. Alors, c'est une super question. En fait, en tant que start-up, c'est un mot que j'utilise, mais ça peut être un gros mot parfois. On a tous l'image de, je sais pas moi, Mark Zuckerberg, qui avec des millions arrive et puis il lance Facebook ou Instagram et ainsi de suite. Nous, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Donc, on est obligé, sur fonds propres, de créer du contenu qui soit suffisamment qualitatif pour faire venir les premiers utilisateurs. Voilà. Et je vous parle même pas de la communication pour faire, je pense qu'ici, pas grand monde connaissait Sherismore jusqu'à présent. Donc, il y a créer du contenu, se faire connaître, travailler sur la technologie en elle-même, donc ça demande beaucoup d'investissement.
Donc, une fois qu'on a une première vision intéressante, à ce moment-là, on commence à faire appel les acteurs. Mais on a la même difficulté dans le sens où on explique Que les revues d'architecture. notre tarification. On dit voilà, nous, dans ça, derrière, on paye les droits d'auteur photo. Mais aujourd'hui, très concrètement, on paye beaucoup plus de droits d'auteur photo sur nos fonds propres que en réalité avec nos clients. Oui, parce qu'il faut atteindre une échelle Exactement. conséquente pour. On va revenir sur l'évolution de ce sujet-là parce qu'on sent qu'il y a peut-être une échelle de masse critique à trouver. Moi, j'aimerais faire un détour avant de revenir là-dessus sur la question stylistique parce que je pense que le droit d'auteur est pas pour rien dans ces évolutions-là. On parle ces dernières années non seulement alors de style, mais plutôt de récit que met en place la photo d'architecture. Alors, moi, je me souviens de l'avènement Iwan Ban en archi. On pense aussi aux histoires que propose Philippe Dujardin, Cyril Weiner, je vais te reciter. Et je pense aussi au travail de Laurent Cronenthal sur Patrimoine brutaliste, que moi je l'ai vu émerger. J'ai vu émerger son travail et la façon dont ça a pris. D'ailleurs, l'une de ses photos est à l'affiche de l'expo Banlieue chérie au Palais de la Porte Dorée. Donc on voit la force aussi narrative d'une image rien qu'avec ces affiches-là. Je pense aussi au travail de Charlie et Laurent sur La Grande Mode, une série, vous l'avez peut-être vu passer, qui tisse vraiment une histoire, en fait. Il y a un mouvement, vous nous projetez dans quelque chose. Donc là, dans tous ces exemples, il y a indéniablement un regard d'auteur subjectif. Charlie, j'ai une question très manichéenne. Est-ce qu'il y a aujourd'hui toujours une différence entre photo de commande et photo d'auteur? Parce qu'en fait, dans la photo de commande, on demande au photographe quand même de se mettre au service du bâtiment. Donc, dans cette évolution-là, qu'est devenue la photo de commande et que devient la photo d'auteur? Quelle est la différence que tu ferais entre les deux? On parlait plutôt de photographie dite industrielle qui avait une certaine technique, effectivement, à la chambre argentique, avec une lumière plutôt classique. Et c'est vrai que il y a une dizaine d'années, environ 15-20 ans même, avec Cyril Weiner, il y a eu une certaine évolution en fait de la photographie d'architecture qui l'a amené un peu plus vers de la photographie narrative, avec vraiment une certaine originalité à travers la lumière. Et en fait, la frontière aujourd'hui est devenue mince et les architectes recherchent beaucoup cette identité. On sent que les photographes cherchent des identités à travers la photographie d'architecture. Et Aujourd'hui, la frontière est plus du tout nette. non, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de frontières. Et enfin, moi, j'ai le sentiment que des architectes choisissent des photographes pour leur style d'image plutôt que pour la manière de retranscrire le bâtiment de manière carrée avec une lumière qui va retranscrire toutes les nuances de la matérialité ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, il y a vraiment on peut avoir dans la photographie une identité assez forte, que ce soit dans des choix colorimétriques ou la manière de composer avec des personnages. On peut très bien faire poser des gens, tout cela est rentré aujourd'hui dans la commande et je trouve que ça valorise aussi la photographie d'architecture, mais aussi l'architecture en elle-même. Je vais me tourner vers Margot Darieux parce qu'il y a, en tant que journaliste, mais aussi en tant que commissaire général d'une galerie d'exposition, que penses-tu du statut d'auteur? Alors là, on se rend vite compte avec ta réponse, Charlie, que le statut d'auteur n'est plus lié au droit d'auteur. Et moi, ce que je veux te poser comme question, Margot, c'est est-ce qu'il est pertinent ce statut d'auteur? Parle pas tant du droit d'auteur que de la dimension symbolique qui l'accompagne. Est-ce qu'il est encore lié à ce regard subjectif du photographe? Que penses-tu de ce mot d'auteur? Peut-être je vais plutôt répondre en tant que chercheuse qui a plutôt creusé cette question-là, dans la lignée de nombreux sociologues, dont Jean-Louis Violo, qui a beaucoup aussi travaillé cette question-là, du côté des architectes. Et en fait, cette question de l'auteur, elle est toujours indissociable de cette question de l'œuvre. S'il y a une œuvre, il y a un auteur. S'il y a un auteur, il y a une œuvre. Et c'est vrai que de peut-être revendiquer que le photographe serait un auteur, en dehors de toute condition de revendiquer un statut de droit, enfin le droit d'auteur qui est une évidence, qui a un caractère indispensable, c'est une œuvre de l'esprit ou une œuvre elle doit être reconnue légalement comme étant une production et donc rémunérée pour elle. Mais c'est pas de ce statut d'auteur dont j'ai envie de parler, c'est plutôt le statut symbolique. Et donc à partir du moment où ce que vous commencez à esquisser, Charlie, en disant que voilà, il se passe des choses autour d'une narrativité de la photographie, on voit que poindre l'idée qu'elle pourrait être un petit peu différente, qu'elle aurait un sel, quelque chose qui ferait qu'elle n'est pas n'importe quelle photo, parce qu'elle n'aurait pas été faite par n'importe qui.
il me semble que dès lors le statut d'auteur devient un petit peu enrichi. Voilà, c'est plus seulement l'auteur de n'importe quelle photo, c'est un auteur un peu particulier qu'on vient chercher pour réaliser des photos un petit peu particulières. Alors, je trouve ça assez rigolo, en fait, de se poser cette question-là aujourd'hui. Et encore une fois, je remets avec toutes les précautions que j'y mets, hein, c'est-à-dire il s'agit pas du tout de renier l'importance de payer des droits d'auteur, mais plutôt de revendiquer une position d'auteur. À l'heure où les architectes eux-mêmes se demandent si c'est encore légitime de se revendiquer auteur. À l'heure où, en fait, je parle du point de vue des architectes, la position d'auteur est une position dominante, excluante, qui peut vraiment devenir problématique à travailler. Et donc, c'est vrai que je trouve à la fois que la question du droit d'auteur est indispensable, mais le pendant symbolique de cette question-là, qui relève de la position d'auteur, il me semble qu'elle est vraiment à problématiser dans ce qu'elle renvoie de la position de celui ou de celle qui l'énonce. Et je le dis parce que c'est quelque chose qu'on est vraiment en train de creuser du côté des architectes. Hein. Il y a beaucoup d'architectes qui disent aussi mais moi je suis contre l'architecte-auteur. Donc presque je pourrais dire alors et le photographe contre le photographe d'auteur. Pourquoi pas? Mais en tout cas, je trouve que c'est une question qui est vraiment à problématiser. Alors après, je sais pas si je peux parler des couples que Charlie a commencé. Je vais y revenir parce que je veux juste que Julien rebondisse sur cette notion d'auteur. Alors, je ne sais pas si ça parle vraiment de la question de l'auteur. Sur la question de l'objectivité, ou en tout cas ce qui nous a amené à nous intéresser aux photographes, et peut-être plus largement à l'art contemporain, on est des grands fans des Bécher et de la question du protocole et de l'objectivité dans la question de la production d'une œuvre et dans la question de la production de l'architecture aussi. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Mais dans aussi la production de la photo. Et avant de travailler avec Charles, on a travaillé avec Audrey Cerdan qui a appris avec Cyril d'ailleurs on revient à toi à chaque fois. Et en fait, ce qui nous a presque plus intéressé, alors là du coup je fais un grand pas de côté, c'est pas tant la question de l'auteur, mais c'était même plus que la question du point de vue, presque la question du protocole, donc de faire des photos à la chambre argentique, donc ça coûte de l'argent, on fait pas 150 photos, on fait un choix qui est des fois collectif, qui des fois ne l'est pas, qui est le choix de la photographe, des fois une demande de l'architecte que la photographe veut pas faire parce qu'elle trouve ça complètement absurde, et puis donc elle le fait pas, et puis c'est comme ça puisque de toute façon on va avoir 15 photographies et ça va être un regard particulier. Et en fait, ça nous a intéressé sur la question de cette approche, oui, un peu externe, un peu protocolaire, et puis aussi un peu par fainéantise, parce qu'en fait, on n'est jamais sûr de nos choix, donc ça nous aide quand on travaille avec un bon photographe. Et ben, du coup, on se dit bon, allez, on fait confiance, et puis voilà, on y va. Et en même... Vous lui faites confiance, mais vous lui donnez des consignes. Oui, mais qui respecte pas, donc. Non, mais ça nous pose pas de problème en fait. Mais de la même façon que je suis pas persuadé que la manière dont est fait un programme, par exemple, le côté très directif d'un maître d'ouvrage ou d'un assistant à maîtrise d'ouvrage pour l'architecture, je suis pas sûr que ce soit si bénéfique que ça. Et je pense qu'on peut faire confiance à un moment à des personnes, que ce soit des photographes, des architectes, des plasticiens, pour produire quelque chose et pour provoquer du désir, quoi. Voilà, mais qui n'était pas forcément demandé. Voilà. Et donc, je pense que même dans une commande intelligente, à mon avis, une bonne commande pour un photographe, c'est de la même façon qu'une bonne commande pour de l'architecture. C'est une commande qui est pas forcément très directive. Moi, j'ai pas tout à fait compris pourquoi vous avez besoin de ce protocole, mais il y a quelque chose de très ritualisé aussi avec ce... Parce que alors, j'imagine qu'il y a plus de photographes que d'architectes ici. Mais en tout cas, faire une photographie, je pense même au-delà de la question de l'outil, c'est déjà un protocole qui est lourd. Enfin voilà, et avec de la chambre argentique, c'est encore plus lourd, quoi. Enfin, je veux dire, par rapport avec notre téléphone comme ça. Enfin voilà, on est quand même à l'opposé du spectre. Et donc ça veut dire un temps précis, ça veut dire une heure précise, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire aussi souvent une absence de mouvement parce qu'on est sur des temps de pause qui sont un peu longs. Donc en fait, ça conditionne vraiment cette question de la prise de vue, et ça, ça nous intéresse, et on s'est posé la question dans le cadre de l'exposition L'Arc en rêve. Alors pour le coup... Oui, parce que Raoum vient d'ouvrir une exposition qui s'appelle Lutte des classes à Arc en rêve, oui, qui a lieu jusqu'en octobre. Oui, tout à fait. Et on a même demandé à Charles alors là pour le coup c'est pas en argentique, mais de faire des films aussi pour qu'il y ait d'autres modes de prise de vue, voilà, où on s'est donné là pour le coup... il nous a proposé un peu des règles de prise de vue, mais qui étaient des prises de vue filmées. Voilà. On a un intérêt intellectuel pour la chose, voilà, sur le fait de comment est-ce qu'on construit un regard.
puisque ça nous semble être une construction. C'est quelque chose qui est essentiel. Et puis après, il y a ce côté aussi qui nous va très bien sur le fait, et c'est là où ça rejoint peut-être la question de l'auteur, sur le fait que c'est un regard, quoi. Enfin, je veux dire, ou alors faut aller visiter les bâtiments, mais c'est la question qu'on se pose quand on fait une exposition d'architecture. C'est toujours quelque chose d'un peu, on va pas voir le bâtiment, donc c'est forcément un point de vue, c'est forcément un regard, et donc du coup, on a besoin de la personne qui va faire ce regard pour le faire. Alors justement, ce regard et ces couples architecte, Margot, ce que tu dis pas, mais ce que nous on peut dire, c'est que aujourd'hui on reconnaît les photos de Raoum, on reconnaît la touche de Charles Bouchaïb, et qui est quand même il y a une continuité avec ce que faisait Audrey, mais voilà, et au bout d'un moment on s'installe dans le temps des familles. Je m'en note Toi, en même temps. bien identifié. Non, mais j'ai fait des familles, mais j'adore faire des familles. Non, mais en fait aussi, pour aller un peu dans le sens de ce qui commençait à se dire tout à l'heure sur ce tournant dans les années 2000, on va dire plutôt dans le tournant dans les années 2010, et peut-être se dire qu'en fait, cette photographie narrative, elle existe en fait depuis bien plus longtemps, et que peut-être elle était moins diffuse, qu'il y avait peut-être moins de personnes qui l'activaient, cette question de la narration à travers la photographie, mais elle existait déjà. Je pense à des très vieilles photos de Némosus qui avaient été réalisées par Ruot, si je dis pas de bêtises, où c'était la première fois qu'on voyait le bâtiment habité. Je pense à des photos de Ruot, encore une fois, avec la Caton Vassal, où franchement, voilà, il a croqué les projets de la Caton Vassal habité. Et voilà, donc c'était peut-être moins diffus, et peut-être que tous les photographes ne revendiquaient pas cette narration à travers l'objectif photographique. Mais en tout cas, elle existait. Et ce qui est sûr, c'est que quand on reçoit les photos, quand on est dans des rédactions ou dans des lieux de diffusion de la culture architecturale, on reconnaît le photographe, et on reconnaît aussi la famille d'architectes à laquelle l'architecte qui a passé commande voudrait se voir associé. Et je pense notamment à tous ceux qui adorent Brütter, Myoto, tous les Belges de ce que des critiques français ont appelé le nouveau réalisme, et qui vont absolument aller s'adresser à Maxime Delvaux parce qu'ils veulent absolument être associés à cette famille. Et je peux aussi parler de la première fois où j'ai découvert les photos de Cyril sur le travail de Patrick Bouchain. Et je me suis dit, oui, là, il émane une forme de poésie de ces photos-là qui retranscrit d'une certaine manière ce qui est impossible à retranscrire par la photographie des projets de construire, qui est une ambiance. Voilà. Parce que les projets de construire, avant d'être des objets, ce sont des ambiances. Et puis, tu parlais de l'art contemporain tout à l'heure. Le couple Bass, Plinten et Office, c'est quand même quelque chose d'assez sidérant quand on l'observe. Et tu m'as fait penser, en racontant la pause à la chambre et le fait que ça produise 15 photos et que les journalistes et les revues devront bien se débrouiller avec. Ça m'a fait penser à Hélène Binet qui travaille sur Zoomtor depuis des années, et quand on veut publier un projet de Zoomtor ou quand on veut publier un projet de Caruso Saint-John, comme ça m'est arrivé, et qu'on doit faire avec les photos d'Hélène Binet, on fera avec les 15 photos et il n'y en aura pas plus, et elle sera assez désagréable quand il s'agira de lui demander d'autres choses, parce que de toute façon, c'est ça qu'elle a décidé de faire. Je pense à Agnès Clotis, qui photographie beaucoup de la scène bordelaise en ce moment, et qui le fait, je trouve, avec beaucoup de poésie aussi, en installant des ambiances. Et surtout, je voudrais raconter une expérience assez dingue que j'ai vécue dans la rédaction d'AMC il y a quelques années, en voyant débarquer sur ma table de journaliste les photos de Benoît Alazard, qui étaient les premières photos des premiers projets de Boris Boucher. Je connaissais pas Boris Boucher, il n'était pas connu. Enfin, voilà, c'était son premier projet, à Marsac en Livradois. Et ce que je vois débarquer sur ma table et qui n'y avait pas du tout cours à cette époque-là, c'était des photos d'un bâtiment usé, d'un bâtiment en bois dont le bois avait été vieilli, en fait. Et il n'avait pas été vieilli par le photographe, il avait été vieilli parce qu'en fait, Boris avait demandé à Benoît de venir après quelques mois de la livraison. Et en fait, là, il s'installait une narration qui était complètement différente autour de cette photographie. Je saurais pas dire qui est l'auteur, en fait, de cette photographie. Est-ce que c'est Boris qui demande à Benoît de venir après la livraison, ou est-ce que c'est Benoît qui propose de venir après la livraison? Donc je trouve que l'intérêt dans ces couples de photographes architectes, c'est que effectivement se dessinent des positions esthétiques, des positions de langage qui sont très très fortes et qui, à mon avis, dépassent le simple auteur et architecte et photographe. Ève, je vois écouter attentivement Margot. Tout ce qu'elle raconte et ces écoles, ces familles que tu relèves, qu'on perçoit parfois sans réussir à les nommer, mais ce qu'on perçoit en tout cas en tant que journaliste, toutes et tous, c'est le choix d'un architecte de faire appel à un photographe pour s'inscrire dans un type de narration plutôt qu'un autre. Pour une rédaction, parfois c'est difficile de faire avec ces photos d'auteur quand on veut raconter un projet ou illustrer, parce que tout le monde est auteur.
l'auteur de l'article est autant que le photographe. Et parfois, on voudrait que la photo illustre un propos et on la trouve pas, cette photo-là. Ça arrive régulièrement. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui est auteur dans cette histoire, c'est la personne qui est graphiste et qui apporte aussi un regard dans le choix des photos, dans la manière de les agencer entre elles. C'est super important. Et alors, en tant que rédactrice en chef, il y a quelque chose à laquelle moi je m'attache dans une revue comme Construction Moderne, c'est que j'essaye de montrer le bâtiment dans sa complexité et parfois, je vais choisir des photos qui sont pas forcément celles que le photographe ou même l'archi aura voulu. Et il nous manque des photos régulièrement d'intérieur, par exemple, pour les logements, parce que c'est pas facile à prendre. Quand il y a des personnes sur les photos, on a toujours le problème de la demande d'autorisation. On sait pas si on l'a ou si on l'a pas, donc on préfère les éliminer. C'est parfois dommage, mais ça devient trop compliqué à gérer, en fait. Donc voilà, donc c'est une narration qu'on a du mal, et c'est vrai, parfois, on peut avoir des difficultés avec un type de photo qui est trop loin de ce qu'on arrive, nous, à percevoir du bâtiment. On peut avoir l'impression que ça ne le représente pas si bien que ça, parce que c'est trop interprété. Ça peut arriver. Oui, il y a peut-être quelque chose à dire aussi, c'est qu'il y a une époque lointaine que j'ai à peine connue où les rédactions mandataient les photographes directement pour prendre des photos. Ça se fait plus. Alors nous, on fait appel, ça ne date pas de moi, hein, je pense que depuis longtemps, on utilise les reportages photos qui sont là toujours commandités par les architectes. Donc on utilise ça. En revanche, on n'utilise pas forcément la sélection précise qui a été faite. Là, un exemple précis, on vient de publier la Casa Bendico que Sergio, ici présent, a photographié. C'est une agence de com qui s'occupait, c'est Métropolis qui s'occupait de la communication sur cette maison. Je pense que c'est Sergio qui m'a envoyé son reportage, je sais plus. Je l'ai demandé, enfin bon, bref. Et du coup, on est sorti de la sélection, d'ailleurs, qui comportait un dossier libre de droit, un dossier pas libre de droit. Donc, moi, je connais pas le budget, en fait, qui m'est alloué pour les photos. Donc, j'ai cette chance-là, ce qui fait que c'est pas un critère pour moi. Je prends les photos qui me semblent les plus pertinentes pour raconter la maison. Et c'est vrai que dans le choix qu'on fait, non, mais j'ai de la chance, hein. Oui, oui. On est nombreux à... Oui, non, mais bon, là-dessus, après, je sais qu'il y a un budget. Donc, si à un moment on dépasse, on va me dire, là, non, c'est pas possible. Et du coup, moi, je suis allée chercher des photos autres. Je trouve que c'est moi qui ai écrit le texte, mais par rapport à ce que j'avais écrit, ça me semblait mieux illustrer le propos et la manière dont moi je percevais cette maison, la manière dont j'avais envie de la montrer. Là, c'est ma propre subjectivité, d'autant plus subjective que j'ai pas visité la maison, et ça, c'est bon, voilà. On visite pas toujours, malheureusement, parce qu'en fait c'est irremplaçable. Le regard qu'on porte, aussi bien quand on écrit que quand on photographie, on voit forcément, mais quand on écrit, il y a vraiment un manque quand on n'a pas vécu le lieu. J'aimerais revenir un petit peu, et pour renouer avec le droit d'auteur, à quelque chose que Margot disait juste avant toi, Ève, sur Boris Boucher et le protocole mis en place avec Benoît Lazare sur des fautes, le temps qui passe. Et Charlie, toi, tu me disais récemment qu'en fait, une des raisons pour lesquelles l'association défend les droits d'auteur, c'est que vous estimez que les images, la photographie d'architecture, prend de la valeur avec le temps. Et en fait, un photographe constitue un fonds d'archives, constamment, tout le temps, avec ses reportages. Donc finalement, le droit d'auteur, outre être une source de revenus immédiate, outre être une éventuelle retraite aussi, représenter une retraite, c'est aussi une façon de conférer aux images une valeur documentaire finalement. Exactement. En effet, le photographe documente, que ce soit de la photographie de chantier ou de livraison quand le bâtiment est terminé. La photographie a un aspect documentaire. Il y a une évolution de la ville qui est assez constante, et elle est en mouvement perpétuel. Et donc le photographe est là pour figer à un moment, à un instant où la livraison d'un bâtiment s'est faite. Et donc effectivement, les images prennent de la valeur dans le temps. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête parce que en tant que photographe, on est indépendant. On a comme toute société, des charges à payer. Et souvent, chez les auteurs, la retraite est assez minime. C'est là où l'association intervient. En fait, elle a un rôle de conseiller les photographes
pour qu'ils protègent leurs droits d'auteur, parce que les photographes n'ont pas toujours cette notion. Souvent, les photographes, on vient de divers horizons, c'est-à-dire qu'il y a des photographes qui sont formés dans des écoles de photographie, il y a des architectes qui deviennent photographes, qui se reconvertissent, il y a des photographes autodidactes qui faisaient un autre métier avant. En fait, c'est un métier qui est assez ouvert et cette notion de droit d'auteur, elle est souvent mal connue. Donc, l'association a ce rôle de faire de la pédagogie envers tous les photographes. On n'exclut personne. Et oui, c'est hyper important pour nous de faire de la pédagogie sur le droit d'auteur. Ouais. Est-ce qu'il est possible, est-ce que tu peux à peu près nous présenter le modèle économique d'un photographe, même si je sais que c'est que du cas par cas. Mais en gros, aujourd'hui, un photographe, les droits d'auteur représentent 30% de ses revenus. C'est à peu près ça? Ça va dépendre des photographes. Effectivement, après, plus on photographie de bâtiments, plus on a de commandes de la part des architectes. Après, on ne travaille pas tous pour des architectes. Il y a certains photographes qui travaillent pour des promoteurs, d'autres pour des entreprises de construction. Et donc, la commande constitue une partie de nos revenus, mais après, il y a la revente des images qui se fait à travers la presse, à travers des entreprises aussi qui, une fois que le reportage est réalisé, l'architecte va diffuser via tout un réseau de communication. Et à ce moment-là, souvent, les entreprises voient les images défiler et il est possible que nous vendions des images à des entreprises. Et donc, ça constitue à peu près, effectivement, 30%. Mais ça va dépendre des photographes, hein, évidemment. On n'a pas tous la même manière de travailler également sur la notion de droit d'auteur. Tout à l'heure, j'entendais Eve qui parlait de libre de droit. J'aimerais revenir dessus parce que c'est une notion, en fait, qui n'existe pas dans le droit d'auteur. On entend souvent libre de droit, mais ça ne veut rien dire. On parle plutôt de droit cédé pour un type d'utilisation pour une durée. Et ça, c'est très important. Le DR, droit réservé non plus. Droit réservé, en fait, souvent, c'est quand il y a une inconnue sur la paternité de l'image. Enfin, l'utilisateur de l'image ne connaît pas l'auteur de la photographie ou de l'œuvre en question. Donc, on utilise la notion de droit réservé. Les photographes ces dernières années, ont souvent été mis un peu à l'écart. En fait, à une époque, on avait la maîtrise, justement, parce qu'on travaillait directement avec la presse. On était en contact direct et on maîtrisait notre sujet. Enfin, ce sont nos droits, ce sont nos photographies, ce sont nos droits d'auteur. Ça fait partie de notre métier, cette notion de droit d'auteur. Donc, on vendait nos images, tout se passait très bien. Et en fait, effectivement, il y a petit à petit des intermédiaires qui sont arrivés, comme les entreprises de communication, qui sont appelées par les architectes pour diffuser un maximum les projets. Le problème, c'est que ces entreprises ont besoin d'images pour communiquer et elles ont tendance à pousser nos clients architectes à payer à la place de la presse. Et c'est là où il y a cette notion de libre de droit qui s'est installée. Parce que l'architecte va payer à la place du support de presse à moindre valeur, effectivement. Oui, parce que on parlait tout à l'heure d'organismes de gestion collective. Il faut savoir que ces organismes, ils ont établi des barèmes indicatifs selon les utilisations qui sont faites, selon les durées. Et nous, photographes, on se base sur ces barèmes. Est-ce que je peux t'interrompre une minute? Parce que moi, j'entrevois Oui. quelque chose de compliqué avec d'autres acteurs. Je voulais revenir sur l'archive, je vais y revenir juste après. Mais ces barèmes, la SAIF les établit au regard de la presse généraliste, et pas de la presse spécialisée en architecture. Et c'est des barèmes qui, pour les rédactions spécialisées, sont parfois énormes. Oui, c'est en fonction du tirage. Et je pense au modèle de Sylvain Bidard. Et je me demande justement, alors on ne connaît pas l'accord, il est confidentiel, je ne vais pas vous demander vos chiffres. Mais je me dis justement, comme c'est des barèmes fixés sur les tirages, justement vous êtes précautionneux là-dessus parce que vous voulez quand même que les revues continuent à sortir pour les revues qui ont des petits tirages. Donc l'idée, c'est qu'elles ne soient pas défavorisées par tout ça. Mais un modèle comme celui de Sylvain, il a besoin au moment d'une échelle critique pour rentrer dans ses frais. Donc, comment le modèle va-t-il évaluer? Parce que, on va dire, c'est pas le bon terme pour Sylvain, mais il n'est pas encore au tirage nécessaire pour arriver à un équilibre économique. Comment ça va se profiler à l'avenir? Comment dire, Rome ne s'est pas fait en un jour. On a testé, nous, et aujourd'hui, on a toujours un contrat qui est en cours, sur une typologie de prix en lien avec l'utilisation, en lien avec des acteurs qui pourraient, via notre site aussi, avoir une vitrine digitale, tout simplement. Voilà, qui je suis par mes références, de manière très simple. Donc, on a co-construit ce modèle-là. Mais en effet, nous, aujourd'hui, dans notre développement, on a ce plafond de verre.
le modèle qu'on a co-construit avec des dizaines, voire des centaines de milliers d'utilisateurs est quelque part une sorte d'évidence pour chaque acteur de l'architecture, mais on n'a pas beaucoup parlé. Il y a toute l'économie derrière, que ce soit les maîtres d'œuvre, les bureaux d'études, mais aussi les entreprises, les fabricants, parce que depuis tout à l'heure, on parle d'œuvres, d'auteurs, finalement dans une relation entre l'architecte et le photographe. Mais derrière, donc ça peut être vu, en tout cas perçu, comme une sorte de relation qui peut être exclusive, parce que c'est comme ça que l'architecte fait confiance au photographe. Mais comme c'est une relation qui est exclusive, derrière, ça ne permet pas de diffuser d'autres images qui pourraient être faites par d'autres acteurs. Donc, il faut forcément passer par les photographes et je pense que c'est très bien. Mais en tout cas, ça bloque quelque part l'utilisation. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de chantiers, mais un projet, c'est peut-être parfois une trentaine d'acteurs pour arriver à une œuvre architecturale. Et elles aussi ont le droit de revendiquer quelque part d'avoir été acteurs sur ce projet. Et donc, on revient à qui est le photographe, il est passé, l'architecte veut parce que l'œuvre architecturale se doit d'être représentée comme ça. Donc, l'idée, c'est d'essayer, nous, en tout cas, ce qu'on essaie de faire, d'ouvrir l'utilisation des photographes pour un maximum d'acteurs. Donc, pour revenir sur le de faire porter aussi le paiement des droits d'auteur aux photographes qu'ils méritent de recevoir par plusieurs acteurs et pas seulement par les seuls architectes, c'est ça? Exactement. Moi, la perception que j'ai, parce qu'on côtoie énormément d'acteurs, c'est que le modèle tel qu'il est, il va porter sur une utilisation qui est assez restreinte finalement par, si on prend un chantier, par peut-être 4-5 acteurs, plutôt que d'essayer d'avoir la totalité des acteurs qui puissent utiliser les photos. On est à l'heure des réseaux sociaux. Si on fait un pas de côté par rapport à l'architecture, la société, elle est entre guillemets, instagrammable. Donc, ça passe par des jolies photos. Qui va faire ces photos? Je pense que c'est tout intérêt à ce que ce soit les photographes en architecture qui puissent quelque part toucher plus d'acteurs, parce que c'est vers ça qu'on va. Et vous avez l'idée d'inclure justement des archives, d'aller vers un modèle où l'archive a sa place. Exactement, c'est bien ça. Alors l'idée de l'archive elle est intéressante, mais c'est comment finalement une photo, la considération de la valeur de la photo à partir du moment où elle constitue une archive, comment on l'estime? Parce que la valeur de l'archive, elle vient aussi par le nombre de photos, comment on arrive à être un parmi. Donc cette notion d'archive, je la trouve intéressante, mais elle est pas. Il mérite d'être exploré, Margot. C'est une notion, la notion de document et d'archive qui t'intéresse. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses du rapport de l'archive et dans la manière dont Charlie l'aperçoit? Pareil, réponse plutôt de chercheuse. Quand on travaille sur l'architecture, on va dire, du 21e siècle, la photographie, elle a une énorme valeur de document, y compris quand elle ne semble plus répondre aux critères esthétiques de l'actualité. Et encore plus presque, en fait. Parce que ce que vous avez tous dit, c'est qu'en fait, elle témoigne des moyens de fabrication de l'architecture à un moment et des moyens de réception de cette architecture-là. Ou en tout cas des idées qu'on se fait de ce qui serait une bonne architecture à un instant T. Et je trouve que les photographies sont extrêmement précieuses en ce sens-là pour comprendre les conditions de production et de réception de l'architecture au moment où elles sont fabriquées. Et donc, tout à l'heure, j'en appelais peut-être à, pas la mort de l'auteur, mais à l'interrogation du positionnement surplombant et dominant intrinsèque à la revendication de la position d'auteur. Malgré tout, qu'aujourd'hui, elle soit extrêmement diffuse et désirable du point de vue des architectes et des photographes, est très significatif sur notre société actuelle et la manière dont on désire ces objets-là. Nous, en tant que chroniqueurs, chroniqueuses, visiteurs, visiteuses, habitants, habitantes de ça. Et donc, oui, énorme valeur de documents de chercheuses. Donc, ça reste à l'université, ça reste dans des cadres très peu diffusés, hélas. Mais voilà, ça reste un usage d'archives, mais très précieux, y compris quand elle répond pas à nos critères de revue papier glacé, y compris quand elle est réalisée pour des promoteurs, par des promoteurs, quand elle est réalisée par des chefs d'agence ou des responsables de projet sur le chantier. Là, moi, je travaille par exemple sur tout un corpus de photos WhatsApp. C'est hyper intéressant. Mais ça n'a pas la valeur auteur dont vous parlez, mais ça a une énorme valeur, ces photos-là, fabriquées par les chefs d'agence ou les chefs de projet sur le chantier et partagées entre architectes via WhatsApp. Et c'est pas des photos d'auteur, mais c'est des photos qui parlent énormément de la manière dont on fabrique l'architecture. Julien, la photo, justement, vous sert à vous, Raoum. C'est un outil de communication, puisque vous ne montrez que ce que vous réalisez, vous ne montrez pas vos projets non construits, pas de 3D qui sortent... Et ça vous sert à archiver
C'est une archive pour vous, la photo, peut-être même avant la com d'ailleurs. On n'est pas les seuls à faire ça, hein, mais ouais, on a fait ce choix-là il y a une petite dizaine d'années. On en avait marre de publier plein de trucs qu'on perdait, qui s'arrêtaient, enfin, il y avait un côté dépressif en fait, quoi. Du coup, on regardait notre site. Enfin voilà, il fallait qu'on fasse quelque chose. En fait, quand on regardait ce qu'on publiait, on avait l'impression qu'on avait construit 40 000 trucs, et puis en fait, on avait fait 4 bâtiments, et voilà. Et donc, oui, c'est un choix très conscient qu'on fait par rapport à ça. Et oui, ça a une valeur d'archive, mais d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais des moments aussi où on fait des reportages photos, très peu des reportages de chantier. On en a fait 1 ou 2, mais on en fait très peu. Parce que nous, on fait des photos toutes les semaines. On travaille sur tous nos chantiers, donc on y est tout le temps. Et donc, du coup, on a des centaines, des milliers de gigas de photos, ce qui est complètement absurde d'ailleurs, parce que pour faire 3 kilos, ça suffirait. Voilà, généralement, c'est pour des problèmes plutôt que pour des qualités. Par rapport à la question de l'archive, en fait, on fait souvent des séances de photos à la livraison, mais qu'on publie pas forcément, mais qu'on fait pour nous, pour avoir un peu la satisfaction personnelle, se dire on l'a livré comme ça. Et à un moment, il a été ça, parce que des fois, le bâtiment, il se dégrade très très vite, ou il est transformé très vite, ou d'ailleurs la question de la propriété intellectuelle du bâtiment aussi est questionnée par certains maîtres d'ouvrage. Mais par contre, systématiquement, on refait en fait des séances photos ou vidéos après quand on s'est habité, enfin par exemple pour une école quoi typiquement. Et c'est même vachement bien d'ailleurs. Quand rêve, on a des photos de l'école genre livrées, puis les photos des salles de classe 1 mois après, où on voit plus tous les détails sur lesquels on s'est battu pendant 5 ans. Mais c'est pas mal, c'est un peu une thérapie pour nous la question de Vous faites des bâtiments pour les gens? Ouais. Pas pour les photographes. Non, mais aussi, mais enfin, après, c'est un peu ce qui est en filigrane dans le texte et dans l'exposition qu'on a faite, c'est qu'on s'est posé la question de dire, mais c'est une vraie question qu'on se pose, c'est en quoi est-ce que ce qu'on construit, ça doit être spécifique à un usage, et que, au final, moi, j'enseigne à l'école d'architecture de Nantes, t'as passé pas mal de temps aussi en tant qu'enseignante. Ouais, c'est une école à peu près tout le monde à Nantes pense que c'est un parking et puis un truc un peu industriel. Et c'est pas grave, quoi. Et en fait, on peut très bien, je pense, enseigner du projet dans un parking. On peut faire une salle d'expo dans un lieu qui a été autre chose. Enfin, voilà. Et peut-être que des fois, c'est même un peu mieux. Et donc, du coup, on s'est un peu posé cette question-là de en quoi est-ce que l'architecture de l'apprentissage, ça avait un truc spécifique, quoi. Et donc, la question de la photographie, elle est pour nous aussi intéressante, pas que pour montrer les usages, parce que il y a aussi un truc qui nous a vachement questionné. Enfin, la question de la mise en scène dans la photographie d'architecture, à mon avis, un truc hyper essentiel, puisque que ce soit des questions de mobilier, enfin voilà, on a tous en tête le super reportage pour El Croquis où il y a Vitra qui amène 3 camions enfin voilà, et puis ça permet de faire du placement de produits, quoi. Et c'est pareil en fait avec les habitants, quoi. C'est pareil avec les usagers, etc. Donc on aime bien aussi des regards de photographes qui photographient l'espace, la matière. Voilà, on est des super geeks de la question de la matière, le brut, etc. Et donc d'avoir quelqu'un qui regarde juste ça sans même se poser la question de l'usage, ça nous intéresse aussi beaucoup. Et d'ailleurs, dans l'expo, il y a plusieurs types d'images justement pour avoir ces regards très différents. Ouais, Et il y a un documentariste qui vous a carrément réalisé un film aussi. On les a sectorisés, on a des travaux. Il y a Vincent Fouplard qui est un vidéaste qui fait plutôt du documentaire et qui a fait des films sur le conservatoire et sur une salle des fêtes qui est aussi une école de musique et de plein de choses, etc. Et là qui s'intéresse beaucoup plus à comment les gens ils s'approprient le lieu, quoi. Voilà. On a des photos très brutes des espaces. Mais on a aussi, je sais pas, des vidéos, des extraits d'un clip de rap de gens qui ont filmé des choses dans des bâtiments mais qui nous ont rien demandé. Mais voilà, donc on s'est permis de prendre les images et puis on les a juste citées. On s'est dit allez, voilà, pareil. Mais donc oui, on les a un peu comme ça sectorisés. Mais je trouve que encore une fois, la question du regard, nous intéresse parce qu'en fait, elle est toujours située, quoi. Et qu'il n'y en a pas une qui est plus intéressante que l'autre, elle raconte pas la même chose. Mais ce qui est peut-être plus dérangeant, c'est quand on sait pas trop en fait ce que c'est. Et voilà, mais quand c'est un peu clairement défini, nous, ça nous va bien. Cette envie que vous avez eue de faire une expo avec justement différents regards, ça m'amène à ma dernière série de questions qui est un peu l'évolution de la photographie d'architecture et l'évolution du droit d'auteur à un moment où on a parlé d'archives. Les archives se produisent tous les jours à une vitesse et en quantité industrielle avec les réseaux sociaux. Il y a quelque chose, et là, l'intelligence artificielle nous offre un autre mode de production de l'image encore. Moi, je me demande, vu la vitesse des évolutions sociétales, est-ce que le droit d'auteur, tel que vous l'appréhendez au sein de l'association,
est-ce qu'il doit à un moment s'adapter à... Vous le sanctuarisez, vous le sacralisez. Il faut que tu nous parles aussi d'un manuel que vous mettez en place qui sera à disposition de tous ceux qui veulent mieux le connaître et mieux le rétribuer. Mais est-ce qu'il va tenir le coup, le droit d'auteur, face à la multiplication des canaux de diffusion des images? Effectivement, on pourrait se poser la question, mais c'est peut-être aussi pour ça que nous nous sommes réunis en association, nous les photographes. C'est parce qu'on sentait que certaines choses nous échappaient et qu'on avait besoin de recentrer cette notion de droit d'auteur. Enfin, pour nous, c'est un revenu essentiel, en fait. Enfin, ça représente, oui, à peu près 30% de notre chiffre d'affaires. Ça peut être plus, et ça devrait être plus. Ça l'a été il y a longtemps. Attends, il faut préciser que vous pouvez faire un nombre de reportages limité par an. C'est exactement ça. C'est important de rappeler ça. C'est exactement ça. En fait, On pourrait dire que ça représenterait peut-être 90% de nos revenus. Enfin, le problème, c'est pas ça. C'est pas ce que ça représente. C'est le problème de ce qui nous échappe et qui est reporté sur les architectes. On leur demande de porter, de financer un reportage que les entreprises vont utiliser, que les médias vont utiliser, que les organisateurs de prix des filières professionnelles, le béton, le bois, l'acier, vont pouvoir utiliser, que n'importe quelle entreprise qui n'a rien à voir avec le projet, qui va faire de la formation, veut utiliser et qui le demande gratuitement. C'est ça le problème. Il faut quand même établir une distinction. Parce qu'il y a ceux qui ont les moyens de rétribuer et qui échappent à tout ça, qui profitent de la gratuité. Et il y a, bien sûr, je plaide pour la paroisse des revues, celles qui n'ont pas les moyens. Ceux qui n'ont pas les moyens, pour lesquels vous faites un effort quand vous acceptez de répondre à leur grille, en fait. Il y a bien des nuances à faire entre tous ces acteurs-là. Tirailler tous les jours dans ces questionnements-là, où on veut satisfaire nos clients architectes qui nous ont commandé, mais satisfaire nos architectes, nos clients architectes qui sont nos clients, c'est au détriment de nos revenus. Qui est-ce qui renonce les premiers à nos droits d'auteur complètement légitimes? C'est nous. On est systématiquement pris en étau entre notre client et des diffuseurs. Ce qui est le plus symptomatique et moi ce qui me tient le plus à cœur, c'est les règlements de prix professionnels. Construire acier, fibois, béton et dans une certaine mesure l'équerre, qui est organisé par Infopro Digital et qu'il va demander 3 photos libres de droit pour constituer l'annuel. Infopro Digital a largement les moyens de payer ces photos-là. Ce qui nous est problématique, c'est de répondre tous les jours. Les agences sont sollicitées tous les jours par des acteurs du bâtiment, les maîtres d'ouvrage, les entreprises, les fournisseurs, ETAD, les bureaux d'études, les contacts, essayent de récupérer des photos gratuitement en espérant que le photographe a pas très bien cadré sa session et que ce soit pas très clair et qu'on puisse les utiliser tout en étant protégés. Des règlements de concours, donc vous candidatez, vous nous donnez les droits. Fibois a utilisé, à distribuer à toute la filière bois, à toutes les entreprises de la filière bois, des photos dont ils n'avaient pas les droits, en pénalisant les photographes, en mettant des entreprises dans des situations de contrefaçon. On parle d'une logique industrielle, en fait, de montants très très importants mis bout à bout. En fait, les problématiques, elles sont là, en fait. C'est de reporter la charge des droits des photographes sur les architectes. Leur dire, c'est vous qui payez, c'est vous qui commandez, c'est votre bâtiment. Mais non, c'est pas le bâtiment. La photo du bâtiment n'est pas le bâtiment. C'est ça la question centrale. C'est d'associer le bâtiment à sa représentation. Or, le regard d'un photographe sur une œuvre architecturale, alors d'abord, on a les mêmes droits. Je veux dire, les architectes ont un droit sur leur œuvre qui doit être respecté, qui peut être rémunéré par les revues, éventuellement, par les entreprises, si elles vont communiquer sur leurs matériaux, sur leurs fournitures, etc. Voilà, le problème, c'est qu'on est dans un secteur qui confond le bâtiment et la photographie du bâtiment, qui joue de cette confusion. Mais le problème, il est là, il est la prédation. Le problème, il n'est pas avec les architectes, il n'est pas avec les revues. Je veux dire, OK, pour diffuser le problème, c'est tous ces acteurs autour des maîtres d'ouvrage. Voilà, on a photographié pour un architecte et on va avoir la banque, le gros promoteur, qui a tout à fait bien plus les moyens que l'architecte de payer le photographe, qui va pas vouloir participer à la commande. Par contre, qui va tout faire pour que le photographe... Mais là, je vais dire les choses très clairement. On parle d'intimidation
en particulier envers des jeunes photographes et oui, enfin, on en est là. Cyril, Oui. oui, c'est intimidation. Après, si le photographe ne connaît pas ses droits d'auteur, en fait, ce que vous voulez faire aussi, c'est un travail de pédagogie pour que les jeunes photographes connaissent la problématique des droits d'auteur Non, non. et qu'ils sont en mesure de les défendre lorsqu'ils ont affaire à ces acteurs-là. Ça concerne tout le monde, ça concerne pas les jeunes photographes. Moi, quand je dois m'écraser parce que j'ai pas envie de pénaliser mon client et que je dois donner des photos à une banque pour sa communication, c'est problématique. Ça me pénalise parce que moi, mon travail d'auteur que vous avez aimé, de ce que j'ai pu faire sur Patrick Bouchin et compagnie, j'ai pu le financer parce que à côté, j'avais des droits d'auteur, j'avais des rémunérations qui nous obligent à mouliner et à faire tous la même chose. Je les laisse réagir à ce que tu droits dis parce que d'auteur, ça intéresse. C'est la recherche et développement. Je veux dire, vous pouvez pas vous plaindre d'avoir une représentation de plus en plus uniformisée si le financement de la création des photographes n'est pas financé. À un moment, on s'assèche tous. Personne ne bénéficie. Or, tout le monde voit le bout de sa lorgnette. Ah oui, mais moi, je suis le magazine, mais le magazine, je peux pas payer. Ah, mais moi, j'ai mon truc, mais je peux pas payer. Et moi, je peux pas payer. Personne ne peut payer. Mais, je veux dire, c'est un frais de fonctionnement. On fait un magazine. Cyril, tu dénonces le système néolibéral, là. J'entends, mais tu peux... Non, parce que Quand le journaliste dit, le photographe a été bien payé, donc moi, je ne suis plus bien payé. La question que je pose sur l'évolution du droit d'auteur, c'est que vous le défendez mordicus à juste titre. Ça, il y a personne pour dire le contraire. Mais comment faire en sorte de rentrer dans un équilibre systémique où il y a peut-être une alliance avec la GIBAT, peut-être... On est preneur d'un autre modèle. Voilà. On est tout à Est-ce fait qu'il faudra preneur d'un autre évoluer modèle. pour à que tous les condition acteurs qu'on qui puisse sont trouver défavorisés s'y retrouvent et C'est ça qu'on- l'union fait la force. Mais pour l'instant, on a un droit qui est très protecteur, qui a été extrêmement bien pensé, et s'il est respecté par tout le monde, c'est très équitable et ça marche très bien. Le problème, c'est qu'il n'est pas respecté. Les règles du jeu ne sont pas respectées. Le problème n'est pas le droit d'auteur, et on est friand d'un autre système. Moi, je voudrais juste réagir à une chose, c'est que une des raisons qui est invoquée quand on dit est-ce que vous pouvez récupérer des photos dont les droits sont cédés, c'est le photographe a déjà été payé. Et donc, il n'y a pas de connaissance de cette distinction. Moi, en tant que journaliste ou rédactrice en chef ou rédactrice tout court, je fais de la pédagogie auprès des gens pour qui je travaille en leur expliquant ce que c'est, en leur disant, bah non, au lieu de demander des photos pour un usage indéterminé et en fait pour alimenter la banque d'images qu'ils ont en propre, c'est aussi ça, hein. Oui, souvent on me dit, ben non, mais il a été payé puisqu'il a fait le reportage. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une confusion qu'il faudrait effectivement clarifier un peu plus. On travaille essentiellement pour le public et on a pas mal de maîtres d'ouvrage, mais des régions, hein, pas des petits maîtres d'ouvrage, qui mettent dans leur contrat, dans leur CCAP, une clause dérogatoire à la propriété intellectuelle. Mais ce qui n'est pas possible, en fait. Et juridiquement, ça tient pas. Mais ils le mettent quand même dans leur CCAP. Et quand on négocie, quand on a la chance de gagner les concours, on en gagne quelques-uns, on demande à les supprimer. Il dit non, mais de toute façon, on les supprimera pas, on les laisse. On dit ok, ça a aucun sens de toute façon, puisque vous pouvez pas mettre juste une clause suspensive de la propriété intellectuelle. Là où je te rejoins, c'est qu'il y a un problème très, très général sur la question de la production intellectuelle, qui est peut-être pas que en France. T'as peut-être raison, elle est peut-être beaucoup plus large, et que après la question c'est par quels outils, par quels moyens on arrive à la faire représenter. Enfin, on arrive à se faire représenter. Alors nous, on est une des rares professions réglementées en France. Mais on n'est peut-être pas super bien représenté par ceux qui nous représentent. Il y a un vrai sujet de fond et vous êtes probablement les plus touchés. Et donc je partage complètement ce que tu dis, c'est que c'est quelque chose de très très généralisé. C'est un vrai sujet là qui va au-delà de notre discussion là ici, mais qui est plus général. Pour répondre sur ce qu'a dit Cyril, les images elles fuitent de partout. Enfin voilà, un exemple tout bête, un architecte qui fait un post sur LinkedIn, il est repartagé par tout le monde. Il paye pas, personne ne paye. Et donc il faudrait s'attaquer à LinkedIn presque. Mais c'est compliqué. En fait, à quoi servent les images? Les images, une fois que le chantier est livré, c'est une référence. C'est-à-dire que, en utilisant les images, c'est peut-être un chantier, une affaire, enfin un projet, qui va convaincre l'acteur en face. Regardez ma référence que j'ai fait. La valeur, elle est énorme. Parce que vous allez acter sur l'avenir, sur potentiellement un gros marché, ainsi de suite. Moi, je pense que la valeur, elle est pas tant sur la photo.
les frais de déplacement et ainsi de suite, enfin tout ce qui est pratico-pratique presque. Mais c'est comment ce travail-là va servir tout un écosystème qui pourrait être beaucoup plus qualitatif. Et ça a une valeur qui peut aller au-delà de ce que vous gagnez aujourd'hui. Ça, j'en suis persuadé. Un acteur qui veut s'adresser à un architecte, si il est avec des photos faites par, je caricature, hein, mais Jean-Michel de la prescription qui est passé sur le chantier et qui a pris sa photo. Et à côté de lui, il a son concurrent qui, lui, va utiliser des photos, voilà, bien ciblées. Alors, encore mieux s'il est capable, en amont du reportage, de dire, voilà, moi, je veux que tu me fasses telle prise de vue pour mettre en avant mon projet. Bah, forcément, l'architecte va être beaucoup plus sensible à ça. Après, ça ne fait pas tout. Il faut derrière que tactiquement ça corresponde. Mais c'est une première approche, c'est une première carte d'identité. Et je pense que voilà, le modèle dans lequel, enfin, je pense qu'il faut qu'on creuse d'ailleurs ensemble, ça fait partie des sujets, c'est comment partager la valeur sur tout l'écosystème. Moi, j'aimerais juste dire que ce que j'entends aussi, c'est que les photographes, ils touchent les architectes. On se souvient du cas d'école d'Extu qui a fait valoir ses droits d'auteur sur la Cité du Vin, conséquent. Et bizarrement, ça n'a pas fait école, la Grande Arche. Mais en tout cas, ce problème de droit d'auteur, l'auteur surplombant et l'auteur démiurge, finalement, c'est un problème collectif. Donc, si vous voulez bien, on va conclure là-dessus, mais je pense que là, c'est un problème systémique. Mais voilà, je vais m'arrêter. Je vais passer le micro à la salle. Cyril va s'exprimer, mais vous pouvez aussi vous exprimer après Cyril. On a beaucoup de problèmes avec les acteurs de la transition écologique, les nouveaux acteurs. Le bois, le chanvre, la terre qui émergent en fait. Mais de manière plus globale, et l'année dernière, j'étais invité à une table ronde du ministère de la Transition écologique sur la question des imaginaires. Comment véhiculer de nouveaux imaginaires désirables de la transition écologique, de la rendre désirable, de montrer ce que ça peut être et d'imaginer, je ne parle pas du greenwashing, mais de montrer bien, par exemple, les réalisations contemporaines d'architecture bois, d'architecture terre, et puis de ce que peut être voilà, des expériences dans la ville qui favorisent... je veux dire, nous, on est aussi, enfin, en tant que photographe, on représente beaucoup ces nouveaux bâtiments, etc. Et ces acteurs-là, en fait, sont les pires avec nous. Eux ne comprennent pas du tout qu'une image, ça se paye. Et la valeur ajoutée, surtout, qu'elle peut produire. Et si les acteurs comprennent cette valeur, au même titre que une valeur d'usage d'un bâtiment, sa sonorité, ses qualités, etc., tout ça contribue. Et là, Sylvain, tu as entièrement raison. Voilà, de créer des chaînes un petit peu vertueuses où tout le monde est responsable et pas va reporter la responsabilité sur les autres, parce que c'est le monde dans lequel, en fait, on a un peu tous envie d'être. Nous, photographes, on a envie de travailler sereinement, on n'a pas envie d'être tiraillés entre des acteurs en permanence, lâcher nos droits, etc. Et c'est ça. Et donc, je pense que ces nouveaux acteurs qui émergent, c'est vers eux qu'il faut avoir beaucoup de pédagogie et puis de leur expliquer que si vous voulez qu'un maximum de gens adhèrent, contribuent, soient acteurs du changement, véhiculer aussi et compter sur les photographes, les artistes au sens large, les auteurs au sens large, qui font cette valeur. En fait, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, Cyril. Et peut-être par contradiction volontaire, je voudrais déplacer le champ et essayer de penser à ce que elles et eux ont dans leur tête comme valeur. Enfin, je suis pas leur porte-voix, mais j'essaye de me projeter dans ce qui pourrait faire qu'eux ne comprennent pas l'importance de fabriquer ces photographies. Mais parce qu'en fait, je pense que sincèrement, ces gens-là ne fabriquent pas des images dans leur esprit. Ils fabriquent des processus vertueux, et c'est dans ce sens-là qu'ils s'imaginent produire du changement. Et donc pour eux, fabriquer des images, mais c'est un contresens. En fait, ton travail sur construire, il est hyper intéressant, justement, parce qu'à l'origine, construire ne fabrique pas des images. Fabrique des ambiances, fabrique des processus, fabrique des manières de faire collectivement. Et à un moment, pour parler de ça, il faut en fabriquer des représentations qui sont transmissibles. Alors, il peut y avoir des très grands conteurs qui vont faire ça avec les mots. Patrick Bouchain est un très grand conteur qui fait ça avec les mots. Et puis, il peut y avoir des photographes qui fabriquent aussi des narrations et qui restituent ces positionnements. Il me semble que les acteurs avec qui vous échangez ne sont pas du tout, mais alors pas du tout, dans cette idée que ce qu'ils sont en train de faire fabrique des représentations de la transition écologique. Ils le comprennent pas et c'est indispensable. Et il y a des auteurs comme Bruno Latour qui l'ont beaucoup écrit. On n'arrivera pas à se représenter les enjeux écologiques si on n'en fabrique pas des représentations. Et la photographie, effectivement, est un des moyens de représentation de ce besoin de changement. Je vais répondre aussi à Cyril sur l'écosystème en lien avec le biosourcé. Donc, sérieusement, on essaye au maximum de pousser ces projets-là.
Mais sur le contexte économique, concrètement, on va voir un acteur du biosourcé. On dit voilà, est-ce que vous voulez être visible des architectes? Ils vont nous dire en fait aujourd'hui la filière est tellement petite qu'ils ont le carnet de commandes qui est plein. Donc pour eux, à titre d'entreprise, communiquer, ça n'a aucun sens parce que ils n'ont pas un besoin de communication. Au contraire, le bouche à oreille, ça marche très bien. On est bien d'accord, si vous avez fait cette exposition, c'est qu'il faut taper dans cette fourmilière et changer l'inertie. Donc c'est là qu'interviennent les différentes institutions, telles que le RFCP pour la paille, les FIBOA pour le bois et ainsi de suite. Donc c'est eux qui, quelque part, portent la filière. C'est là où c'est compliqué pour eux parce que leur adhérent va leur faire comprendre qu'il faut payer pour le travail de demain et les acteurs de demain et finalement avoir moins de carbone et ainsi de suite. D'un point de vue purement économique, ça reste des entreprises, donc c'est compliqué à leur faire entendre. Et à côté, vous avez des institutions qui sont plus, on va dire, conventionnelles, avec du matériel, du béton, qui, elles, voient bien le danger de ces nouvelles filières. Et comme c'est des acteurs qui sont là depuis 30-40 ans, ils ont les reins solides, eux, pour financer. Donc aujourd'hui, nous, toute la difficulté dans Share is More, c'est de dire on veut mettre en avant ces projets biosourcés et ainsi de suite et mettre en avant les acteurs, sauf qu'on n'a pas la rémunération en face. Et au contraire, si on voulait, de manière très simple, on pourrait avoir énormément d'acteurs, des filières béton et ainsi de suite, qui nous rémunéraient. Mais c'est pas ce qu'on veut faire. Donc l'équation, elle est assez compliquée à résoudre et elle s'inscrit sur du long terme. Et c'est là où peut-être que, enfin vous, en tant que photographe, en disant voilà, cette photo-là, je vais faire telle tarification parce que c'est important pour la construction. Je pense que vous avez vraiment un rôle qui est capital parce que quelque part, vous maîtrisez la diffusion et l'accélération de l'exemplarité sur ces projets. J'ai un modèle à vous proposer qui justement sera beaucoup plus constructif avec une partie plus prenante des photographes. Voilà, donc c'est des choses sur lesquelles on va travailler bientôt. La cession de droits d'auteur à titre gratuit, si elle se fait, elle doit être notariée. Sinon, elle n'est pas valable. Donc en fait, on ne peut pas le faire. On ne doit pas le faire, on ne peut pas le faire. Bonsoir, Olivier Namias, rédacteur en chef d'AMC. Merci pour cette soirée. Déjà, je voulais dire que, comme j'ai commencé il y a un certain temps dans la presse archi, il y a beaucoup plus de photographes maintenant. Je m'en réjouis parce que quand j'ai commencé, des archis me montraient leurs projets. Je leur disais, mais t'es sûr que je veux pas prendre un photographe quand même? Parce que nous, en fait, aussi, on a clairement besoin des photographes pour les publier. Il y a des façons de les valoriser, c'est quelque chose qu'on a à cœur. Moi, j'ai demandé qu'on rajoute sur les réalisations le nom des photographes au même titre que le nom de l'auteur du texte. Ça m'a pris quand même 6 mois pour faire accepter ça, je sais pas pourquoi. AMC, c'est au sein du groupe dont me parle tout le temps Cyril, Infopro Digital. Qui peut payer? Alors, il faut savoir que faut pas confondre Infopro Digital et les différentes entités qu'il compose. Je pense que Infopro Digital absorbait le moniteur où jusqu'à présent, on a des gens qui sont dans la défense de la photo. Il y a des iconographes que vous connaissez, Mathilde Moreau, qui défendent les photographes, et même vis-à-vis de la direction. Après, il faut voir que c'est pas parce qu'Infopro a beaucoup d'argent que AMC a beaucoup d'argent. Nos budgets sont limités. Moi, ce que j'entends souvent dire, AMC, vous payez pas les photos. Alors, il y a une première chose, c'est que je pense que les contrats de cession sont pas très clairs entre les archis et les photographes. Moi, j'ai demandé aux photographes suite à des discussions avec des avocats qu'on a en ce moment pour justement clarifier, parce que nous, on veut faire les choses dans les règles, on veut pas piquer de photos. On estime qu'on a quand même si nos moyens se réduisent régulièrement, c'est pas que sur la photo, c'est sur tous les postes qu'on peut avoir qui sont pas remplacés. Dès que quelqu'un part maintenant, il est plus remplacé. Donc tous les postes sont en tension. On a quand même, nous, pour la photo, une iconographe en interne qui a un salaire, le service iconographique qui la chapeaute. On règle quand même des droits toute l'année. Donc, on essaye de faire vraiment les choses dans les règles. Et nos budgets de photos sont limités. Et là, je pense que quand tu dis peut-être que si tout le monde payait, oui, c'est peut-être si on n'était pas dans ce monde-là, parce que nous, tous les ans, on épuise nos droits. Donc, quand on n'a plus de droits, on a un dépassement budgétaire, on paye ce qu'on a consommé en plus. Nous, comment on gère ça, en fait? C'est que on essaye de gérer l'usage. Donc, moi, j'ai restreint, en fait, le nombre de photos qu'on montre. On essaye d'en montrer des plus grandes. C'est vrai que des plus petites, ça coûte plus cher et ça monte pas forcément bien le bâtiment. Donc, on essaye d'agir au niveau de la maquette. Il y avait aussi un sujet, c'est qu'on triturait aussi beaucoup les photographies. Il y avait une manie de couper les ciels, de faire tout en panoramique. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Les ciels disparaissaient. Le maquettiste disait, ah non, mais le ciel est pas intéressant. Je vais, non, tu remets le ciel, s'il te plaît. C'est le cadrage, quoi. C'est quand même comme ça.
Donc nous, on essaie quand même de faire ça. Et je pense que si on avait, on essaye d'ajuster ce qu'on montre à nos moyens. On montrerait pas plus. En fait, on diminue en fonction de ce qu'on peut payer. En fait, on aura du mal à faire grossir le gâteau dans le contexte. Et tu parles des réseaux sociaux. Et en fait, qui met sur les réseaux sociaux? C'est les architectes d'abord. On voit. C'est les photographes. Après, est-ce que ça bénéficie à Instagram ou LinkedIn? Nous, on discute avec des avocats pour que tout soit clair. On veut vraiment voler personne. D'ailleurs, on s'est aperçu, les avocats sont plutôt aussi protecteurs des droits des photographes parce qu'ils veulent pas d'ennui, tout simplement. Et ils nous ont même invoqué un troisième droit, c'est le droit de la propriété. Donc, le droit du propriétaire aussi à montrer une œuvre. On regarde beaucoup ce que fait Cher Ismore. On est intéressé parce que, en niveau d'archives, nous, en fait, les journaux maintenant produisent de l'archive par Internet. On a un usage de la photo sur le site qui est plus ou moins bordé, mais en fait, on sait même pas vraiment les contrats, les conditions. Mais en fait, comme les usages sont limités dans le temps, au bout d'un moment, on tombe dans un trou noir. Les avocats nous ont dit, on ne sait pas ce qui se passe au bout de 10 ans. Et nous, on fabrique donc des journaux d'archives. On a le droit de les utiliser au départ parce que c'est de l'actualité. Mais après, ça devient une archive. Et comment on les enlève, même d'une façon très pratique sur nos outils, on ne sait pas vraiment les enlever. Enfin, ce serait un boulot à plein temps. Donc, on est confronté à des choses qui sont aussi paradoxales du fait de la multiplication des réseaux, quoi. Et je voulais dire, pour finir un peu sur les archives, que on sait que le temps est à l'œuvre dans la photographie. C'est ce qui la rend aussi très intéressante. On voit le passage du temps, ne serait-ce qu'à travers la matérialité des supports qui ont évolué, etc. Les agences d'architecture ne gèrent pas très bien leurs archives photos, ça on le sait. Elles vivent un peu dans un instant T de leur production et en fait ce qu'elles ont fait avant. Et c'est vrai pour des agences assez anciennes, on en a en France qui ne savent plus où sont leurs archives, qui sont les photographes. On ne sait plus rien. Et sur le thème la photo d'archives, je vous invite pour finir à regarder peut-être comme il y a l'expo Tillmans, il y a Books for Photograph, qui est une projection d'images d'archives qui est assez intéressante aussi de voir quelles images sont produites en tant qu'images d'archives qui sont moins stéréotypées, mais bon. En tout cas, voilà, nous, on aimerait faire tout dans les règles et voilà. Ce qui est important du fait, c'est Archidélie, de plein de diffuseurs d'architecture que moi j'appelle des poubelles à dossier de presse, qui récupèrent que du contenu photo gratos, texte produit par les agences de RP, etc. Et que cette profusion d'acteurs crée un bruit qui nuit à ceux qui font des choses de qualité. Et le problème, il est fondamentalement là. Et les architectes veulent alimenter ces poubelles à dossier de presse au détriment des vrais leviers de valeur et d'émergence que sont peut-être encore, d'une certaine manière, des bonnes revues d'architecture. Oui. D'autres acteurs qui font un travail de valorisation, de critique, voilà. Ils rebloguent ou ils se servent sur les sites. Hein. Franchement, ils demandent pas. Enfin, 90% du temps, on regarde. Ah ben tiens, on fait le tour des poubelles comme le matin. La revue de presse et des poubelles toujours. Et eux, on s'en rend compte comme ça, quoi. Ou parce que c'est rediffusé, reblogué, machin. Et puis ils vont sur le site, ils font un copier-coller, ils prennent les trucs. C'est complètement hors de contrôle, quoi, de tout le monde. On me fait signe que c'est la fin. Merci beaucoup d'être venu et merci d'avoir participé.